Bonjour à toutes et à tous. Je suis Zab Mabungu, directrice artistique de Zab Mabungu, compagnie danse Nyata Nyata, un organisme dédié à la danse. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer un panel de discussion avec 3 charmantes invitées concernant l'art comme facteur d'engagement social. Plus précisément, à ma gauche, j'ai Vanessa Kanga, dite Vibi, une chanteuse afro-soul. À côté, Johanna Chevalier, dite Anache, artiste multidisciplinaire. Et plus loin sur ma gauche encore, Amélie Tintin, également artiste multidisciplinaire. Couteau suisse, dit couteau suisse, chacune a son nom. Alors nous allons commencer peut-être par une petite prose que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux, tout à fait un peu par hasard, juste avant de venir, qui nous vient de Liselle Lombé, qui est une poétesse passe-frontière, comme elle se nomme elle-même, et je crois que des passe-frontières, nous en avons ici. J'ai lu et j'ai pleuré, et j'ai repensé au mot système et au mot solidarité et au mot artiste, engagé. Je reprends donc ces termes, ce n'est pas de moi, c'est de cette Madame Lombé, mais j'ai trouvé que c'était une bonne façon de nous introduire un petit peu à ce débat. On voit que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup la génération, celle qui me précède en tout cas, et celle qui me précède au pluriel, parce qu'il y en a plusieurs, et les personnes qui sont avec moi, qui sont toutes des femmes, qui se veulent engager, elles aussi s'adressent à diverses générations, et d'ailleurs on verra peut-être plus tard dans le courant de notre discussion si cet aspect générationnel est bien pris en compte, autant avec ceux qui nous précèdent que ceux qui suivent. Voir comment ce trait d'union se fait. Alors, je commence quand même très vite par présenter de manière un peu plus précise nos artistes. Vibi, donc, Vanessa Kanga, qui est Vibi, qui est une chanteuse, oui, et d'après la manière dont elle se présente, afro-soul, ça voudrait dire qu'on perçoit déjà le caractère, je dirais, afro-diasporique de l'identité musicale, si je ne me trompe. Très engagée, je la connais pour ses actions multiples autour de la musique, du chant, du développement des jeunes, de l'insertion des jeunes dans le mouvement, finalement, dans le mouvement de la création artistique, mais aussi de l'insertion sociale en général. Elle a créé un festival qui s'appelle Nomade, Afropolitain Nomade, de formation en sciences politiques, une maîtrise en études internationales, si je ne m'abuse, donc quand même informée des problématiques, des enjeux qui se posent au plan international, de la rencontre entre les cultures et de la façon, d'une manière ou d'une autre, de la façon de les faire se conjuguer entre elles au profit de chacune d'entre elles. C'est ce dont s'occupe essentiellement Vibi, c'est ce qui la préoccupe, je crois, dans toutes ses actions. À côté, Johanna Chevalier, Anna Che, vous savez, Che Guevara, là, c'est comme ça que ça s'écrit. Encore jeune, qui vient de l'industrie de la mode, qui nous vient directement de l'industrie de la mode, mais comme elle me disait juste avant, oh là là, on parle toujours de ça. Ça, c'est un petit peu ce qui nous suit, hein. On est suivi par des choses qu'on a faites, puis des fois, on se dit peut-être qu'on aimerait ne plus en parler. Ça fait partie des choses. Mais ça va faire partie de ma question tout à l'heure quand même. Venue de la mode, mais se définit quand même comme une artiste multidisciplinaire aujourd'hui et qui est essentiellement préoccupée en tant que facilitatrice, parce que c'est comme ça qu'elle se voit, d'initier des conversations, d'engager des conversations, de trouver des formules qui permettent une conversation et qui puissent permettre justement aux artistes, aux jeunes, finalement,
de pouvoir dire ce qu'ils ont à dire. Nous verrons tout à l'heure de quoi ils retournent. Plus loin, Amélie Tintin, le couteau suisse. Bon, j'espère que vous savez ce que c'est qu'un couteau suisse. Moi, je m'en souviens, il y a longtemps que j'en ai pas vu, mais là, j'en ai une devant moi. C'est un couteau avec des mécanismes à plusieurs entrées, n'est-ce pas? Et qui permettent donc de faire plusieurs choses, hein. Soit couper, les ciseaux, des couteaux de différentes tailles. C'est un peu ce qu'elle fait. Je dirais qu'Amélie Tintin, et depuis très longtemps, elle nous vient de la Guadeloupe. Il n'y a pas très longtemps, finalement, je lui demandais tout à l'heure qu'elle est à Montréal, mais ça fait plus longtemps qu'elle elle s'occupe finalement de parcourir, de faire l'aller-retour entre la Guadeloupe d'où elle vient, ce territoire dont on dit qu'il est français, et le Canada et la France, toutes ces allées et venues, afin de présenter, de faire la promotion de nombreux artistes afro-caribéens, mais je dirais aussi qu'elle est, en fait, elle est trempée dans les mouvements de l'industrie culturelle, tout azimut, en quelque sorte. Quand je lis, quand je vois son pédigré, elle est autant dans l'organisation donc d'événements culturels spécifiques que dans la télévision, le cinéma. Elle fait beaucoup de choses dans ce domaine-là. Et plus récemment, je crois, elle est directrice intérimaire de Diversité Artistique Montréal, DAM, comme on l'appelle en plus court. Donc, comme vous le voyez, je me souviens d'avoir, je pense, au téléphone appelé en disant « Quelle est la question ?» Est-ce que la question, c'est est-ce que l'art est facteur ou est-ce que on dit que l'art est facteur? Parce que voyant les pédigrés, je me dis, ben, il n'y a pas de question. Ce sont des facilitatrices, ce sont des entrepreneurs, j'ai vu qu'elles se définissaient comme ça, des entremetteuses, pourrait-on dire, volontaires dans l'engagement social. Ça n'est pas une question qu'elles se posent, elles se définissent comme telles. Reste à savoir donc comment se joue cet engagement social, sur quel front, qu'est-ce que cela implique, autant au niveau personnel que sur le plan collectif, parce qu'il ne faut pas se leurrer. C'est peut-être là une question de femme que d'envisager l'aspect personnel des choses, mais je crois que c'est essentiel et c'est peut-être l'un des apports importants que les femmes peuvent faire, que de conjuguer cette vie personnelle, parfois intime, avec le collectif et au plan de l'engagement social de surcroît. Par qui devrais-je commencer? J'ai prévu quelques questions, mais je vous dis tout de suite, ces questions ne sont pas tant d'ordre général. Elles sont d'ordre général, mais je me suis appliquée à faire en sorte qu'elles correspondent au parcours que vous démontrez. Alors, je vais peut-être commencer par Vibi. Je crois avoir lu quelque part, Vibi, qu'il s'agissait d'utiliser, en fait, de se référer à la création artistique pour favoriser l'insertion citoyenne, finalement, l'insertion sociale, la participation citoyenne. Ma question, c'est pourquoi pas l'inverse? L'inverse étant? L'inverse étant, pourquoi ne pas utiliser la participation citoyenne pour favoriser le développement de la culture? C'est toujours une très bonne question. Merci beaucoup, Mazab. Je suis vraiment très honorée d'avoir eu une introduction par toi. C'est immense. Puis je pense que je profite de ce plateau pour dire que c'est vraiment un grand plaisir d'être ici ce soir, cet après-midi à côté de toi. Moi, pourquoi est-ce que je parle en fait dans l'autre sens, c'est-à-dire d'utiliser la création et l'art comme vecteur de changement social ou d'insertion au niveau de la participation citoyenne? C'est parce que je me suis rendu compte qu'on a moins besoin de codes définis pour créer. Donc, il y a cet élément, selon moi, de liberté, de briser en fait certaines échelles, certains échelons de supériorité, d'infériorité dans la création qui font que finalement tout le monde est au même niveau quand il est devant un outil de création. Et ce qui arrive en fait, c'est que les artistes que j'emmène dans les capitales francophones d'Afrique où on va, ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsqu'on est à l'extérieur de son pays ou de sa zone de confort, il y a cette vulnérabilité-là qui fait que le point commun, ça reste quand même la création après.
Donc, tout le monde se met à échanger, tout le monde se met à discuter, tout le monde se met à partager, en fait, des éléments qui font en sorte que on se regarde comme artistes, pas comme blancs, noirs, occidentaux, du sud, du nord. On se regarde comme artistes. Et ça, je trouve que c'est vraiment puissant à chaque fois que j'ai vu ce truc se manifester. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça devenait un outil intéressant. Mhm. Si je comprends bien, il s'agit ici, en fait, quand on parle de participation citoyenne, c'est faire en sorte que les artistes se sentent comme des citoyens artistes. Oui, Si partout. j'écoute Oui. le discours. Et qu'ils participent à l'ensemble de ce qui les entoure au moment où ils sont ensemble. Sans barrière, sans classe, en toute liberté, en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très puissant de ce qui ressort, en fait, de cet état des choses au moment où ça se produit. Je vois. Parce que, évidemment, le sous-entendu de cette question pouvait impliquer que pouvons-nous mettre l'artiste au service de la politique? Ça se fait, mais dans ce sens-là, pour moi, en fait, quand je vois la participation citoyenne, je la vois pas forcément politique, je la vois apolitique, dans le sens où chacun est porteur quand même d'un bagage, de choses. Et selon moi, quand on est dans un environnement, on doit s'inspirer de ce qui se passe. Tu sais, on peut pas dire des choses qui n'existent pas et on ne peut pas tout le temps taire les choses qui existent. Donc, à mon avis, l'artiste peut être récupéré par la politique, mais selon moi, tout geste de création est très politique parce qu'il s'inspire de l'environnement. Si l'environnement est sain, ben, ça sera une œuvre saine, mais inspirée de son environnement. Si l'environnement est malsain, ben, on dira quand même ce qui se passe. Donc, oui, ça peut être politique, mais à la base, c'est juste une observation de son environnement qui est la base de la création, selon moi. Je vois. Oh, merci beaucoup. Merci Plaisir. pour cet effort. Plaisir. Alors, Anaché, comment partons de la mode pour aller dans l'engagement social? Je dis ça en souriant parce que combien de fois j'ai été abordée en tant que chorégraphe par des gens qui me disaient « J'ai un défilé de mode, est-ce que tu peux me montrer quelques pas ?» Et évidemment, je grimaçais parce que je me disais que je n'avais pas fait tout ce travail pour arriver à simplement montrer quelques pas pour des défilés de mode. Alors, comment on fait, Anaché, pour faire ce parcours-là? J'ai vu, moi, j'ai cru comprendre qu'il y avait des éléments déclencheurs. Oui. Plusieurs éléments. En fait, c'est ça. Moi, mon bagage, c'est que j'ai étudié en commercialisation de la mode. Donc, c'est pour ça que j'entends tout, je disais, je suis entrepreneur parce que j'ai le côté business en moi. Tout à fait, oui. Quand j'ai ouvert ma boutique, dans le temps, j'avais une boutique avec mon associé. On était très jeunes, on avait 24, 25, première boutique, première fois qu'on est notre propre... je pourrais dire notre propre... lieu, le propre lieu de travail et de création. C'était notre propre bébé, en fait. Et nous, on pensait que la vie allait être merveilleuse. Mais on s'est rendu compte qu'être entrepreneur, être noir, il y a un problème. Et nous, on s'était dit, on savait qu'il y avait beaucoup d'autres entrepreneurs avant nous, pas qu'on était les premières personnes à le faire, mais qu'est-ce qu'on voyait dans les médias ou qu'est-ce qu'on voyait aussi surtout moi, dans le milieu de la mode, j'étais souvent une des seules femmes noires. Puis j'aimais pas ce sentiment. Comme on était tout le temps il y avait peut-être un, deux, puis c'est tout le temps les mêmes personnes qu'on voyait. Donc, quand on avait la boutique, les gens commençaient à nous voir comme « Ah, mais comment vous avez fait? » Comme on était comme rendus je veux pas dire des modèles, mais c'était vraiment ça. Les gens venaient nous poser des questions. Comment vous avez fait pour ouvrir une boutique? C'est quoi les trucs et tout? Et là, on s'était dit, OK, mais c'est pas vrai, c'est pas possible que nous, on dit à tout le monde que vous pouvez le faire, mais les gens ont aucune idée. C'est comme si c'était pas vrai. Et le fait qu'on avait une boutique physique, je pense que ça a comme changé un peu cette narration que toi aussi, tu peux avoir quelque chose pour toi. Donc, en fait,
tout ça pour amener à aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? L'élément déclencheur, c'était vraiment le fait qu'on était deux entrepreneurs noirs, puis on s'est dit, OK, il faut trouver une façon d'inclure tous les entrepreneurs noirs qu'on connaît à Montréal. Il faut qu'on trouve une plateforme, il faut qu'on trouve un moyen de les présenter aussi, parce que c'est pas juste nous qui ouvrent la porte, il y a d'autres personnes avant nous et il y a d'autres personnes après nous. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a commencé Never Was Average. C'est vraiment le sentiment de comme, on doit partager nos perspectives, on doit présenter, on doit amener cette représentation qu'on ne voyait pas en fait. Donc c'est un peu comme ça que c'est, bon, c'est sûr que là je coupe des bouts, mais c'était vraiment ça le raisonnement derrière l'idée de Never Was Average. Et à partir de ça, au fur et à mesure, on a juste découvert plusieurs choses qu'on pouvait incorporer avec cette plateforme parce qu'à la base, on n'avait aucune idée qu'est-ce qu'on allait faire, mais on savait juste que comme pour nous, on doit représenter de façon positive les personnes de la communauté noire, comme c'était ça notre mission dès le début. D'accord. Et Ouais. cela se fait, quelles sont les manières de faire pour pouvoir engager, s'engager dans cette voie-là? Parce qu'on parle de plateforme. Comment se réalisent-elles ces plateformes? Ben, en fait, quand on a eu l'idée Never Was Average, on voulait utiliser la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est filmer l'arrière-scène, les coulisses de c'est quoi être un entrepreneur, c'est quoi avoir une boutique. Mais après ça, on s'était dit, mais c'est pas assez parce que oui, on peut montrer à tous les jours qu'est-ce qu'on fait, mais ça explique pas le sentiment que tu as quand tu vas voir, par exemple, une marque qui te regarde parce qu'il ne croit pas que c'est toi qui es le manager, que c'est toi qui es le propriétaire. Comme on voulait expliquer l'émotion derrière exactement quand on dit que c'est difficile, voici les raisons. Donc, nous, on s'est dit, OK, on a les réseaux sociaux, on va utiliser les réseaux sociaux pour créer quelque chose. Donc, comment ça a fonctionné? C'est vraiment ça. On a lancé les plateformes en ligne. Instagram, c'était le début d'Instagram. Tout le monde mettait des photos, partageait des histoires. Et on a vraiment utilisé cet outil-là pour créer une communauté. Et à partir de là, on a créé des expériences en personne. Donc, la première expérience qu'on a créée avec Never Was Average, c'était, je me souviens, en 2016, avec une artiste qui s'appelle Niti Muette. On lui a créé sa deuxième exposition. En fait, cette exposition-là, c'était vraiment un message à la femme noire. Comme c'était vraiment ça. Comme, voici, nous, qu'est-ce qu'on pense de comment les femmes noires devraient être représentées dans la culture, dans le monde artistique, dans les médias. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a vu qu'il y avait une communauté de personnes qui voulaient des espaces de ce genre pour, oui, rencontrer l'artiste, mais aussi se questionner sur les arts que les personnes voyaient sur le mur. Et c'est vraiment là qu'on a fait OK, Never Was Average. Nous, on sait qu'on veut amener une représentation. Là, on peut utiliser l'art pour passer des messages un peu subtils à la société pour leur dire on existe aujourd'hui. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à faire. Et je vous dirais que les réseaux sociaux ont joué vraiment un point vraiment important, mais en même temps, on voulait quand même trouver une façon d'avoir la connexion humaine. Donc, on s'est dit, OK, on a les réseaux sociaux, oui, ça fonctionne, mais ça reste en ligne, comment on peut le mettre en personne? Donc, c'est là est venu le fait qu'on a commencé à créer plus d'expositions, créer des conversations, créer des espaces, des conférences pour ramener toutes ces personnes en ligne, qu'ils ont leurs discussions virtuellement en personne. Et je pense qu'à partir de là, après ça, on a fait comme, OK, on sait qu'est-ce qu'on fait en ce moment. On sait que nous, qu'est-ce qu'on veut générer, c'est des conversations. On veut trouver toutes les façons de converser parce que pour nous, utiliser l'art, c'est aussi cette façon-là. C'est que peu importe, que ce soit une peinture, que ce soit une chanson, que ce soit un court-métrage, ça va quand même, tu vas regarder qu'est-ce que tu vois comme œuvre et ça va te faire réfléchir. Et pour nous, c'était ça, cette façon-là. Mais on s'est dit, OK, comment qu'on peut faire en sorte que les gens réfléchissent, pas seuls, mais avec d'autres personnes. De là est venue les conversations. Donc, si je comprends bien, je ne sais pas, peut-être que je le résume mal, mais c'est à vous de me le dire. C'est un petit peu comme des plateformes d'échange entrepreneurial et artistique. Oui, je dirais vraiment ça pour nous, oui, parce que on utilise un peu la même mentalité d'avoir une boutique, donc le côté business, et comment qu'on peut engager tous nos projets pour que ce soit un projet concret et non juste un projet pour dire, OK, on a fait une conversation et c'est terminé.
Non, on veut une suite, on veut une continuité. Puis je pense que à la base, justement, quand on a fait Never Was Average, c'était pas juste de partager notre histoire, c'était de partager les histoires de tout le monde, de chaque personne que tu n'entends pas parler, parce que pour nous, on voyait tout le temps les mêmes personnes. On voulait présenter la communauté, les personnes derrière qui font bouger les choses, mais on sait juste pas c'est qui. Donc, c'est Oui, je comme ça que je comprends. pourrais résumer. Très intéressant. Eh bien, Amélie. Amélie, la dernière et non la moindre, dit-on d'habitude. Je crois avoir trouvé quelque part une phrase se référant à la couleur que je ressens au fond de moi. Je ressens cette couleur au fond de moi. Comment se fait-il? Comment se peut-il que cette couleur ressentie au fond de soi me permette de défendre les autres? Waouh! Alors, je prends la porte de sortie parce que bonne question. Je ne sais pas si je me suis jamais posé la question de savoir d'où je prenais la force de faire les choses, ni si ça sortait du fait d'être femme, ni si ça sortait du fait d'être femme noire, ni si ça sortait du fait d'être issue de quartiers qu'on appellerait ghetto. Je crois juste que la force, on la prend là où on doit la prendre. Et des fois, même là où elle n'est pas. Je pense avoir fait beaucoup de choses, en fait, en tout cas, sans avoir la force de les faire. Très clairement. Je pense même à chaque fois m'être retournée, d'ailleurs, les faire juste avancer, tu sais, parce qu'il faut y aller, par orgueil aussi, mais des fois, véritablement sans avoir la force, tellement qu'à la fin, quand tu arrives chez toi, tu lâches tout et tu dis, comment j'ai fait? C'est peut-être là que la force devient courage? Très certainement. Mais en tout cas, je n'ai jamais appelé ça de la force. Tu sais, quand on me définit en me disant « Mais t'es forte, toi !» Je dis « Je crois le contraire. » Je comprends très bien. Je crois le contraire et que c'est pour ça, d'ailleurs, que je devais y aller. J'avais plus rien à perdre. Et donc, quand tu n'as rien à perdre, finalement, ben, tu peux te permettre d'aller chercher tout ce que tu peux prendre. Mais je pense aussi que je suis très, très orgueilleuse. Hein. J'ai une espèce d'orgueil qui me dit « Je veux être là, il faut que j'y sois. » Et sachant que j'avais cet orgueil et que j'avais jamais envie d'être toute seule, en fait, à cet endroit-là, j'ai fait en sorte de donner le courage aux autres de venir avec moi. Mais de leur faire croire, en fait, qu'ils y allaient aussi, tu sais. Puis moi, je pouvais me donner l'occasion d'avancer dans le même wagon. Mais comme on dit en Guadeloupe, si on l'emmène qu'à la vélote, et c'est graines d'iri qui a fait sac d'iri. Un sac de riz, c'est pas avec une seule graine. Ouais. Tu laves pas une main avec elle toute seule, tu la mouilles, c'est tout. C'est avec l'autre main que tu peux la laver. Donc, en gros, si on veut faire des choses et qu'elles soient durables, on doit les faire tous ensemble. Un peu comme Mohamed Ali qui disait « me, oui ». Oui. Ben, en fait, c'est ça. Et même de la façon dont les Rastafari ils parlent, c'est le I and I. On est nous, c'est nous ensemble. C'est la force. La force créatrice, elle vient de nous tous. Et on ne peut pas avancer sans les autres. Moi, j'y crois pas trop. On peut toujours espérer, mais on y est. Et comment tu fais, si je peux me permettre de le dire, étant donné l'étendue de tes intérêts,
mais je ne devrais peut-être pas utiliser ce terme étendu, parce que je crois qu'en t'écoutant parler, ce n'est pas tant l'étendue que le lien. En fait. Et que c'est ça que tu recherches, de relier toujours les choses et de faire en sorte de tirer de ces liens qu'il faut reconstituer constamment, en fait, constamment, de trouver une trajectoire, un chemin qui nous engage. Alors, je ne savais pas qu'on aurait été dans un moment thérapeutique, mais je suis bien contente d'être là. Non, mais c'est intéressant de t'entendre dire ça parce que, pour tout te dire, il n'y a pas un projet que j'ai créé qui partait de mes propres intérêts. Mm-hmm. Chaque projet que j'ai créé, déjà, la plupart des projets que j'ai créés dans ma communauté, c'est quand j'ai vu qu'il y avait des choses qui se passaient, que visiblement ça dérangeait personne, mais moi ça me posait souci. J'ai eu un parcours qui n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire que moi, ma fille, je l'ai eue, j'étais une mère adolescente. Mère adolescente, on veut te mettre dans une espèce de case. Moi, je ne voulais pas être dans cette case parce que je savais déjà où je voulais être. Donc, j'ai refusé d'y être. Mais je me suis dit, c'est tellement facile d'y rentrer. Parce qu'en fait, c'est juste cette porte-là qu'on t'ouvre. Mais moi, j'adore les chiens. Ce qui fait que je passe toujours par derrière. Et je débroussaille. Mais quand j'ai débroussaillé, si je suis toute seule à y aller, ça me pose problème. Parce qu'en fait, si on construit tout le monde dans un espèce de mindset où c'est plus facile de rentrer dans la case, tu seras toujours, toi, l'espèce d'extraterrestre qui va à côté. Donc, quand on crée, que ce soit des projets créatifs, que ce soit de l'art, que ce soit... L'idée, c'est quand même que d'autres se reconnaissent dans ce qu'on est en train de faire et que d'autres aient envie d'y embarquer. Parce que c'est pas non plus super d'être, comme je te dis, la personne différente. Mm-hmm. Être unique, c'est bien, mais l'unicité t'amène vite à être différente. Et la différence fait peur. La différence effraie. Parce que la différence, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, qu'on ne palpe pas. On n'arrive pas on ne peut pas comprendre ce que tu fais. Et si on ne comprend pas ce que tu fais, au final, tu parles quelle langue? Tu te parles à toi-même. Et si on fait les choses pour les autres aussi, on doit commencer à se faire comprendre. Et donc, de créer dans cette espèce d'unicité qu'on a encore envie d'avoir, d'en faire quelque chose qui rassemble et pas qui nous sépare des autres. Je ne sais pas si ça a du sens. Tout ce que oui, bien sûr. Et tout en sachant que le risque est toujours là quand même d'être séparé, ou d'être accusé, ou d'être rejeté, d'être exclu. Vous en savez quelque chose, n'est-ce pas? Et surtout lorsqu'il est question d'art. Mais en t'écoutant parler, puis en revenant un petit peu sur ce qu'on a dit précédemment, premièrement, lorsque j'ai demandé tout à l'heure à Anaché les éléments déclencheurs, j'ai vu que la question de la femme en était un. J'ai lu ça, c'était très clairement énoncé, que ces questions-là t'ont tout d'un coup fait réaliser qu'il y avait là quelque chose à... Et il se trouve que nous sommes 4 femmes ici, mon Dieu. Pas d'hommes. Sauf à la technique, ils peuvent juste être là. Qu'on me permette de faire toutes ces petites remarques qui font grand plaisir. Oui, 4 femmes quand même, c'est pas rien. 4 femmes et toutes afrodescendantes, ça non plus, c'est pas rien. Et des générations différentes, ça non plus, c'est pas rien. Et même des générations différentes dans les discours, je l'entends, dans la manière d'envisager son engagement. C'est vraiment très intéressant. J'espère que ceux qui nous regardent vont se rendre compte quand même de cette... j'ose même pas le dire parce que c'est un mot tellement galvaudé, de cette diversité. Quelle horreur, j'ose même plus dire le mot. Mais bref, c'est pas vraiment ce que je veux dire. De cette spécificité des engagements et en même temps
de ce lien qui nous unit toutes les quatre là, quelque part. Parce que je pense que toutes les quatre, nous savons que rien ne nous a été donné comme ça. Mais nous nous sommes toutes dit quand même qu'on venait de quelque part. Et voilà le problème. Les choses ne me sont pas données, mais je viens quand même de quelque part. Donc j'ai quand même reçu quelque chose, n'est-ce pas? Que vais-je faire avec? Et ce qui est intéressant de voir en parlant, quand j'écoute Anaché qui nous parlait de cette façon-là d'initier comme ça des espaces de rencontres, de discussions, d'inventer une manière de se présenter ensemble. D'expérimenter. Oui, je vois, j'essaye de me mettre dans... Et ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que déjà, il y a une invention au niveau des nouvelles générations, si je me réfère à moi, par exemple, il y a une invention de nouveaux... ce ne sont pas des métiers, mais peut-être de nouvelles compétences, de nouvelles manières de se voir en train d'agir et de créer, qui sont des compétences. Hein. Vous savez, nous, moi je suis philosophe, hein, et on déteste le mot compétence parce que la compétence enferme et empêche de réfléchir. On devient compétent et on ne réfléchit plus. Mais ce n'est pas nécessairement cela. Ces compétences veulent lancer quand même justement des plateformes de réflexion et de discussion. Elles veulent remettre la réflexion là où on ne s'y attend pas. Elles veulent créer des rencontres là où on ne s'y attend pas. Donc, il y a quand même un travail, je dirais, de déstructuration du champ social, peut-être, tel qu'il se présente à nous, en vue de pouvoir innover avec de nouvelles présences actives. J'ai l'impression que c'est ça qui se joue. Et donc, ça se joue, c'est en train de se faire. Tout n'est pas dit, là. On invente, j'ai l'impression. Hein, j'ai l'impression qu'on invente. Il n'y a pas de poste, là, à pourvoir. Il n'y a pas de poste à pourvoir. Ça n'est pas quelque chose qu'on peut lancer comme ça. Bon, cherchons. C'est pas aussi simple que ça. Il faut s'investir, finalement, soi-même. N'est-ce pas? Il faut se créer. Créer qui on est. Donc, on peut bien s'appeler Vibi, Anaché, et puis se trouver des noms. On le mérite. Il faut se créer. Il faut se créer. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense aussi que cela a beaucoup à voir quand même à nos origines afrodescendantes. Moi, je crois que ça a beaucoup à voir à nos origines afrodescendantes, c'est-à-dire à des communautés afrodescendantes depuis le continent jusqu'à le hors-continent, parce que je me suis toujours plu à dire que l'Afrique, ça n'était pas simplement le continent. Et pour me permettre de dire une telle chose, c'est que de nombreux afrodescendants ont de hautes luttes travaillé à ce que l'Afrique ne soit pas simplement le continent. Ils en ont fait une circulation, un mouvement dans le monde. Ils en ont fait une poétique dans le monde. Et quand je vous entends parler, c'est ce que je vois qui ressort. Alors, donc, les questions, je vais vous amener d'autres questions. Compte tenu de ce que je viens de dire, le titre d'entrepreneur, parce que je l'ai entendu souvent dans les jeunes générations, c'est un mot que nous combattions. Nous, les autres là, nous combattions le titre d'entrepreneur parce que il est terni par sa source néolibérale extrêmement prégnante. Et donc, on le voit bien là, de nombreux, beaucoup, les jeunes se définissent à travers cette terminologie qui est très néolibérale. Dans quelle mesure vous vous rendez compte, vous prenez en compte cette difficulté qui est de se faire récupérer par le langage mercantile du néolibéralisme qui fait de vous finalement peut-être des pions dans ce néolibéralisme qui vendait une image, qui travaillait au branding, c'est-à-dire à votre image de marque. Donc j'en viens à la question. Dans quelle mesure l'engagement social ne se présente-t-il pas à un moment donné comme une manière de branding? C'est vraiment une bonne question. Puis j'aimerais répondre au terme
Bon, fait quand l'entrepreneur social, c'est très nouveau, là, surtout au Québec. Nous, quand on a créé Never Was Average, on était juste Never Was Average. Puis déjà, notre nom, c'est comme, on n'est pas average, on n'est pas comme les autres, on n'est pas dans cette boîte. On n'est pas dans la moyenne. On n'est pas dans la moyenne, on n'est pas dans la boîte que la société nous met. Et moi, je dis entrepreneur parce que pour moi, c'est plus facile de me mettre dans cette boîte parce que je suis tout et je fais tout. J'entreprends des projets. Et des fois, c'est difficile à expliquer qu'est-ce qu'on fait parce qu'on est en train de créer un nouveau business model qui n'existe pas, en fait. Donc, quand je rencontre des personnes, je veux dire entrepreneurs, c'est plus facile. Mais après ça, quand on parle, quand on explique c'est quoi qu'on fait, on va parler juste le même langage pour que la personne va comprendre, OK, je peux te mettre dans cette boîte, mais pour cette personne, mais pourtant, on fait tout. Donc, moi, je suis autant artiste, je suis autant facilitatrice, je suis autant une styliste, je suis autant une directrice artistique. Je peux être qu'est-ce que je veux, quand je veux, où je veux. Mais c'est sûr que comme pour parler, pour présenter qu'est-ce qu'on fait, parce que veut pas, on est quand même dans un monde que tout le monde est catégorisé par qu'est-ce qu'on fait. J'utilise le mot entrepreneur, mais c'est vrai que moi, j'ai remarqué que entrepreneur social, surtout, c'est un mot qui est surutilisé, mais au moins, au fond de moi, je sais que je le fais vraiment pour la communauté. Comme mes intentions sont là, ils vont pas changer, elles n'ont pas changé. Donc, je sais pas si c'est la bonne réponse que je donne, mais moi, je dirais ça. Moi, j'aimerais jump in. Oui, jump donc. Parce que le terme entrepreneur, je suis d'accord avec toi, il y a un côté mercantile, il y a un côté branding. Mais moi, je pense qu'en ce qui me concerne, en ce qui concerne la culture, moi, c'est les valeurs de l'entrepreneuriat qui m'intéressent, surtout quand on travaille sur notre continent à nous, où il y a énormément d'obstacles. On est toujours dans la créativité excessive pour se vendre, se présenter et surtout se présenter comme nous, on veut le faire. Donc, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Amélie tout à l'heure quand elle disait on fait les choses pas par courage, mais parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il y a des endroits où nous, on est allés dans des coins au Sénégal, au Mali, au Bénin. La seule chose qui reste, c'est la culture. La seule chose qui reste, c'est les danses du dimanche, tout le côté initiatique autour de ces formes d'expression-là culturelles. Et ça n'a même pas de valeur mercantile. Mais la façon d'approcher ces modes d'expression-là, il faut être entrepreneur parce que tu ne peux pas déplacer les gens, tu ne peux pas les loger, tu ne peux pas les amener à être dans cet espace-là si tu n'as pas cette créativité entrepreneuriale qui fait que le projet vit pour cet objectif-là. Donc moi, quand je rencontre des mamans à Ouida ou alors qu'on est à Ouakam, à Dakar avec... moi, j'aime bien je dis souvent les rencontres improbables. Tu sais, comme avoir une Inou, un Maori sur le sable au Sénégal, en train de chanter ou de faire un raka, par exemple, devant une immense foule de Sénégalais qui jouent du tama. Moi, c'est ça que moi j'aime dans la rencontre. Mais ça me prend d'immenses compétences. Oui. Entrepreneuriale pour réaliser ce genre de rencontre-là. Donc, un peu comme ce que Johanna disait tout à l'heure, je pense que c'est plus dans les moyens, les outils qu'on utilise, mais l'intention, en fait, profonde, c'est vraiment la rencontre, le partage et surtout le fait de respecter les espaces qu'on veut occuper aussi. Et parce qu'il faut les occuper pour que ça existe, finalement. Donc, je pense que oui, il y a le côté entrepreneurial, mais pour résumer, je le verrais plus comme des outils, pas comme une philosophie, mais vraiment les moyens de réaliser ce qu'on veut faire, en fait. Puis tu sais, oui. Moi, je suis vraiment d'accord avec tout ce qu'elles ont dit. Puis moi, je suis urbaine, for real. Ce qui fait que moi, je suis une hustler. Et vraiment, moi, c'est pas que je me suis juste débrouillée. Tu sais, je sais compter, je comprends, je vois que si ça, on fait ça et ça va faire ça plus. OK. Au bout d'un moment, on va m'appeler, mais que je fais de l'entrepreneuriat, certes. Mais au-delà d'être entrepreneur, moi, je suis créatrice d'opportunités. Moi, je crée mes opportunités.
Et je les vois, je les comprends. Ça va très vite dans ma tête. Donc, je vais aller créer mon opportunité. Et je vais la créer autant pour moi que je vais la créer pour les autres. Ce qui fait que moi, sur ma carte de visite, c'est marqué créatrice d'opportunités, pas entrepreneur. Mais c'est un bon terme. Parce que le problème, en fait, aussi, c'est que quand on essaye tellement de nous définir par des noms, on ne sait plus par lequel se définir nous-mêmes. Et entrepreneur, ben, c'est celui qui tombe le mieux parce qu'en fait, un entrepreneur, c'est quoi? C'est un hustler, c'est quelqu'un qui fait. Tu juste entreprends, t'entreprends des choses. J'entreprends. Puis au final, j'ai fini par créer. Et donc, je crée. Je suis une créatrice. C'est tout. Puis les mots, c'est que des mots. Donc, tu sais, ça pourrait avoir un côté mercantile et tout ce que tu veux, branding, tout ce que tu veux. Le mot, c'est un mot. Le mot n'a de signification. C'est pratique. Oui, mais le mot n'a de signification que parce qu'on lui en donne. C'est nous qui créons la signification du mot. C'est nous qui lui en... On est dans des langues vivantes. Ces langues-là, elles se modifient, elles se vivent, elles se changent. Et l'impact que ce mot-là va avoir sur certaines communautés, aujourd'hui, il va changer parce qu'on a décidé d'en faire autre chose que ce qu'on nous a imposé de ce mot-là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je comprends le fait qu'avant, on essayait de se battre pour des choses, tu vois, ou de combattre certaines choses. Mais aujourd'hui, on modifie. Il faut modifier, il faut avancer, il faut aller, faut faire, faut créer. Faut prendre notre place. Ouais. En fait, je pense que ce que tu as dit tantôt, c'est créatrice d'opportunités. J'aime ça parce que, tu vois, ça, c'est un autre mot que j'ajouterais sur ma liste. Tu crées des opportunités, même pas pour toi. Des fois, c'est pour... En tout cas, pour nous, c'est vraiment pour les autres. Nous, on est dedans, on fait partie, mais au final, c'est pour tout le monde. Donc, j'aime si on pourrait rechanger l'entrepreneuriat pour juste des créateurs d'opportunités, ça, c'est vraiment ça, en fait. Des créateurs d'opportunités. Oui, encore faut-il évaluer l'opportunité en question. C'est pas juste l'évaluer. Encore faut-il l'identifier. Ben oui, il faut l'identifier et évaluer cette opportunité parce que toutes les opportunités, qui juge que c'en est une? À partir de quelle perspective? C'est vrai que si on a l'esprit très mercantile, ben, les opportunités semblent se présenter là très facilement. D'autres, peut-être moins. Cela dépend. Donc, les mots, oui, les mots charrient quand même. Ils charrient des rapports sociaux. C'est ce qu'il faut voir. Et donc, on va se servir de ces mots-là précisément pour vous catégoriser. Il faut donc faire en sorte que les actions, elles, puissent défaire les catégories. Et le problème, c'est quand des fois, elles emploient des termes qui sont déjà, justement, surutilisés. Ça dépend. Donc, c'est problématique. Ceci dit, lorsqu'on est dans l'action, on n'a pas envie de passer son temps à trouver le bon terme. Normalement, on est plus censé préoccuper de ce qu'on va faire, de comment agir, de quelle action poser. Mais on ne peut s'empêcher quand même de réfléchir à cette action précisément. Qu'est-ce qu'elle vise? Qu'est-ce qu'elle vise? Et surtout lorsqu'elle doit se faire connaître, c'est-à-dire lorsque cette action doit être véritablement mise à contribution pour produire quelque chose, pour produire, et même le terme produit, n'est-ce pas? Donc pour produire une opportunité, encore là, la façon de procéder est déjà encarcanée par plusieurs choses. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut inventer, et en inventant, en défaisant aussi, on défait, on invente, on se réapproprie, il y a tous ces termes-là, toutes ces choses-là qui interviennent. Il faut s'attendre un petit peu comme elle le disait très bien tout à l'heure. On pensait qu'on allait être super, que tout allait être très bien, et puis c'est pas comme ça que ça s'est passé, justement. Et c'est là que l'on peut commencer véritablement à repenser les choses, peut-être, et à se situer, en tout cas, tenter de se situer, pour voir. Alors, parlons de ça. Compte tenu de ces activités de création d'opportunités, dans quelle mesure créer ces opportunités-là, lancer ces actions culturelles, les proposer, les organiser,
les relier entre elles. Gros travail de lier les choses entre elles et les êtres entre eux. De quelle façon cela fait-il, moi je dirais, avancer la création artistique? En quoi cela, oui, touche-t-il à la création artistique? Est-ce que ça l'encadre? Est-ce que ça la publicise? Est-ce que ça la vend? Ou est-ce que ça lui donne les moyens véritablement de progresser en tant que telle? Moi, je pense que ça la respecte. Parce que dans le cadre du Festival Afropolitain, je veux juste rapidement dire, moi, c'est vraiment parti d'une grosse frustration. Puis je l'ai souvent dit, je voyais plein d'artistes africains, afro-descendants, super talentueux, mais jamais joué nulle part au Québec d'intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un portfolio développé. Tu sais, tu es à Montréal, tu fais vite le tour de tous les festivals qui peuvent être accessibles à la diversité. Et je me rendais compte aussi en discutant avec eux que beaucoup avaient cette volonté de retour. Il y a énormément de diasporiens qui ont toujours cette volonté de retour. Et dans un autre sens, je voyais mes camarades sur le continent créer, développer des choses à même le sol qui les a fait naître, mais se voir embrigadés en fait dans des structures commerciales, artistiques, culturelles, occidentales, qui définissaient pour eux des critères de création, des critères d'exposition, des critères de vente, et qui même souvent faisaient leur modèle d'affaires sur leur culture, mais ne leur donnaient même pas de visa pour la vendre, et qui faisait en sorte que cette culture-là, finalement, devenait le modèle d'affaires de plusieurs festivals, je ne veux pas faire de pub ici, qui vendent la musique du monde à l'extérieur, mais nos frères qui la font ne peuvent même pas aller la vendre. Et je me suis dit, si je ne peux pas amener ces gens ici, ben c'est nous qui allons aller les voir. Et ça va répondre à deux choses. La volonté de retour de ceux qui sont ici et la fierté de création sur le sol et de montrer en fait la puissance créative en fait qu'on a dans nos cultures, dans nos capitales. Donc en fait, moi, j'ai voulu faire un peu un anti-festival, tu sais, comme un anti. J'ai voulu faire un anti-festival en fait où l'objectif, l'art en fait devient plus le lien, le prétexte à la valorisation puis au respect de ce qui se fait. Donc, quand on va, je prends par exemple, on était au Congo, on était à Pointe-Noire, on voit on nous parle des tambours de Brazza, on nous parle de ces grands joueurs de percussion, mais on a un Haïtien qui lui a fait revenir le tambour de Port-au-Prince à Pointe-Noire. Puis le symbole dans son esprit, c'est immense dans son processus de création. Donc quand il rentre, il se dit, moi je viens d'une terre où on m'a interdit de jouer. Je retourne, je rencontre des percussionnistes qui, eux, le font depuis name it. Et pour moi, ça, c'est ça que je veux créer, ce genre de choc-là. Et donc, nous, on se considère un peu comme une espèce d'anti-festival. Et moi, je trouve que c'est respecter justement la création, que faire ça, l'amener où elle est et avoir l'humilité aussi de reconnaître, pour ceux qui ne sont pas de la culture, que je suis quand même dans une position de vulnérabilité parce que je suis pas chez moi, donc j'écoute, je demande qu'on m'explique. Je n'importe pas des choses à ma façon, dans mes critères, dans ma façon. Je la regarde dans son espace et j'écoute, j'observe. Et pour moi, c'est une marque de respect, selon moi. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais c'était pour dire ça. C'est surtout que je pense que chacun, tu sais, dans la nature, chacun son rôle. Il y en a qui savent planter, il y en a qui ont la force, en fait, de faire pousser la plante. Tu sais, chacun, il y en a qui peuvent amener la terre. Chacun son rôle. Pas parce qu'on est défini et qu'on est enfermé dedans, mais c'est juste que chacun son potentiel à un instant T. Puis moi, si à cet instant, je sais que moi, c'est facile pour moi d'aller défoncer la porte, que toi, c'est facile pour toi de porter le truc et de l'amener, que l'autre, c'est facile pour lui, en fait, de créer
Puis l'autre, c'est facile pour lui de juste mettre la lumière pour qu'on avance et qu'on soit pas trop dans l'aveugle. Tu vois? Ben, chacun, en fait, son potentiel à un instant T. Moi, je sais que j'ai la possibilité de voir l'opportunité que tu vois pas. Alors moi, ce que je vais faire, c'est de créer les lunettes pour que tu puisses la remarquer. Ça, c'est ma force. Tu vois? Et comme tu l'as dit, on respecte aussi ce que l'autre fait. C'est juste que moi, je suis vraiment dans cette idée qu'on a juste chacun son potentiel et que quand on les met tous les uns avec les autres, ben ça crée quelque chose de huge, tu vois. Ça crée quelque chose de vraiment fort et de grand. Puis pour moi, c'est ça aussi la création. La création, c'est pas quelque chose qui se fait pour soi, juste pour soi. C'est même plus juste de la création, c'est t'as fait tes affaires pour toi. Parce que finalement, si personne en fait en profite, on saura jamais que tu es un artiste. Mais si moi j'ai réussi à faire en sorte que les autres en profitent, on a créé quelque chose de fort ensemble. Tout ce que vous avez dit, vous deux, moi ça me fait penser à... Là, je vais vraiment loin dans mes pensées, mais pour nous, quand on dit qu'on utilise l'art, qu'est-ce qu'on fait aussi, c'est qu'on veut rendre l'art accessible. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais qu'on rend l'art accessible et aussi je vais revenir au mot opportunité, mais la première fois qu'on a créé une exposition, j'avais aucune idée. Je ne savais pas c'était quoi être une commissaire, une curatrice, comment placer, c'est quoi un cartel. Moi, je ne savais rien de ça. Une petite recherche sur Internet m'a guidée, mais c'est vraiment... je pense que qu'est-ce que j'aime avec l'art, c'est que tu peux créer, oui, des conversations, tu peux présenter des personnes que même qu'ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient des artistes. À la base, en fait, c'est comme on crée comment je pourrais dire, on crée des nouveaux métiers, si je peux dire ça comme ça, on crée des nouvelles opportunités pour des personnes qui sont à la base des créatifs, parce qu'à la fin, tout être humain est un créatif, et qui a décidé, OK, moi, je vais faire de l'art visuel, moi, je vais faire de la musique, moi, je vais faire, peu importe le médium qu'ils utilisent. Et pour moi, quand je parle d'accessibilité, c'est de dire, OK, comment qu'on peut créer des expositions ou des activités artistiques pour la communauté, donc les inclure dans le processus. Donc, quand on fait des appels, on fait des appels, ça serait d'avoir des artistes qui n'ont peut-être jamais eu la chance d'être exposés dans une galerie ou dans un musée. Donc, moi, je pense un peu plus à ça. Et ça fait en sorte que si tel artiste participe à une exposition avec d'autres artistes qui n'avaient jamais fait ça, ben, ça crée une nouvelle communauté, en fait. Ça crée des nouveaux liens. Et pour Never Was Average, j'aime vraiment ça parce que j'ai découvert des artistes. J'en ai rencontré. Il y en a qui se sont créés. Même moi, je n'ai jamais voulu utiliser le mot artiste. Et aujourd'hui, je peux dire, OK, non, je suis une artiste, je vais l'utiliser. Même si je ne crée pas spécifiquement, mais je fais partie de cette... je fais partie de la communauté, je fais partie de l'équipe qui crée. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi avec l'art, puis je vais dire, c'est que tout le monde peut faire de l'art et pour moi, je veux vraiment déconstruire, comme tu as dit tantôt, le fait que l'art, c'est que pour un genre de personne qui peut se permettre de consommer. Et une discipline identifiée de manière spécifique. Oui, que pour les personnes qui ont étudié que le côté, comme non, l'art, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut participer, tout le monde peut consommer l'art, tout le monde peut regarder l'art. Et après ça, je sais pas, pour nous, c'est vraiment ça. C'est comme tu as dit un peu tantôt, c'est créer des opportunités et voir où est-ce qu'on n'est pas dans l'équation. Il se passe plein de choses artistiques ici, il se passe plein de choses culturelles, mais on n'est pas là. On n'a pas notre place, mais comme tu disais tantôt, ils vont prendre de leur personne quasiment pour aller vendre ça ailleurs. Pourtant, les personnes qui créent l'œuvre, qui créent l'art ne sont pas impliquées. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense que c'est personnel. Je veux juste briser ça à partir d'aujourd'hui, puis de trouver une façon qui est comme, non,
tout le monde a sa place dans cette industrie, tout le monde a sa place dans ce milieu. Donc, en tout cas, qu'est-ce que vous avez dit, c'est vraiment ça. C'est comme un mélange de tout ça pour encore créer nos propres opportunités, créer nos propres redéfinir c'est quoi l'art, redéfinir c'est quoi l'industrie artistique ici, redéfinir puis recommencer à zéro peut-être. Oui, j'allais le dire, là, vous êtes toutes les trois prêtes donc à dire que vous contribuez à redéfinir l'art dans la société, le rôle de l'art dans la société. Je pense que c'est ça la réponse. N'est-ce pas? Ben, il faut, vous voyez ce que ça implique quand même de prendre cette... on pense, mais c'est ça, c'est ce que j'entends. Ouais. En fait, je ne sais pas si j'ai envie de dire que je redéfinis, mais j'ai envie de dire que je l'exprime et je le canalise autrement parce que la façon dont l'art se définit nous exclut de facto en ce moment. C'est bien ça. Oui. Donc, c'est comme si il faut juste créer un autre chemin pour être capable nous-mêmes de dire voilà notre façon que nous on veut, la façon dont nous on veut exister, c'est celle-là. Et n'est-ce pas ce qui a toujours été fait dans l'histoire? Une quoi? N'est-ce pas ce qui s'est toujours fait dans l'histoire? Oui, exact. Créer quelque chose de parallèle. Puis bizarrement, c'est à la mode en ce moment, on dirait ce chemin-là. Il faut faire attention aux modes, hein? En tout cas. Mais en vérité, il y a plein de mouvements qui se sont créés pour se rebeller face à ben oui. Ben oui. Et ça, de la Renaissance, on en parle. C'est vraiment, ça a toujours été ça. Et en fait, comme tu l'as dit, c'est pas juste une question de redéfinir là, mais je suis vraiment d'accord avec ce qu'Anna a dit. C'est le côté de casser l'élitisme, casser le côté de, tu sais, de dire que toi, tu peux parler d'une œuvre parce que tu as été éduqué à l'histoire de l'art et que tu sais pouvoir parler de cette œuvre. Sauf que l'art, c'est du ressenti. L'art, c'est d'abord du ressenti. Et l'art, c'est le ressenti. D'ailleurs, l'artiste, c'est d'abord exprimé. C'est son ressenti qu'il a exprimé. Et donc, ce que toi, ça te fait ressentir, c'est correct. Le mot que tu utiliseras pour dire ça m'a fait, voilà ce que ça m'a fait en moi, c'est correct. Et tu n'as pas besoin d'avoir étudié en fait l'histoire de l'art pour pouvoir être touché par une œuvre. Et quelle qu'elle soit, touché par une pièce de théâtre, touché par un danseur devant soi, touché par une musique. L'art, c'est pour tous. L'art, ça se respire. L'art, ça se vit au quotidien. Mais par contre, il faut pouvoir avoir accès justement à cet art qui est produit dans toutes sortes de contextes. Ouais. Et c'est ça que vous voulez changer un petit peu quand même. Hein? Ouvrir, rendre possible un autre accès. Une autre manière d'accéder à toutes sortes d'œuvres, j'imagine. Et là, c'est œuvres prises en termes généraux, hein, œuvres artistiques et tout. Et en plus, je dirais que je crois que c'est important. Enfin, j'espère que vous le voyez vous-même. Probablement dans votre parcours, c'est qu'à un moment donné, la nécessité de comprendre ce dans quoi on est engagé est importante. Au départ, on s'engage, on est plein d'espoir et de courage, mine de rien, de volonté, on est téméraire, on est arrogant, on est tout ce que vous voulez, c'est important de l'être, orgueilleuse, comme je le disais tout à l'heure, mais vient toujours ce temps-là où il faut tenter de comprendre, d'appréhender notre propre démarche pour qu'elle puisse vraiment produire les effets qu'on en attend, puis qu'on puisse surtout aussi échanger, transmettre ces espoirs à d'autres. Sinon, on s'enferme dans cette volonté d'accomplir quelque chose, mais qui finit par s'étioler, n'est-ce pas? Pourtant, là où le projet devient, je dirais quand même, il faut rendre aux femmes ce qu'elles accomplissent. Là où le projet devient quand même assez important, et où il prend une dimension quand même assez incroyable, c'est que votre manière, votre volonté de vous engager implique une certaine sensibilisation aux présences historiques, à la présence historique à laquelle vous vous référez vous-même quand vous parlez de communauté et des communautés à laquelle vous vous référez. Cela change la manière dont on comprend
sa propre action dans l'histoire, pour peu qu'on se voit même comme étant agissant dans l'histoire, parce que nous venons de communautés qui peut-être, en tout cas, dont on s'est efforcé de faire en sorte qu'elles perdent le sens de cette histoire ou qu'elles n'interviennent pas comme des sujets propres de l'histoire. Or là, vous devez aller les chercher, ces sujets, sans cesse. Et ce sont des sujets qui peut-être ne se perçoivent pas comme tels, ni dans leur action artistique, ne perçoivent même pas peut-être leur action artistique. Et là, il faut leur dire, oui, t'en es un sujet, puis c'est important ce que tu fais. Et oui, et c'est ça qui fait l'histoire. Et c'est ainsi que nos ancêtres, eux, ont fait l'histoire, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même tout ce travail qui est c'est une grande dimension parce que ça suppose de parcourir, hein? Et vous avez parcouru les frontières, les allers-retours, les trajectoires diverses, etc., qui fait que probablement, à chaque fois que vous vous adressez à des gens, des partenaires et tout, il faut qu'ils prennent le temps de vous situer, n'est-ce pas? Oui, il y a tout cet effort. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a un ensemble de stratégies à développer, hein, j'imagine, tout cela. D'apprendre le langage. Oui. Pour nous, c'est d'apprendre le langage. Le langage, identifier les stratégies, parce que dites-vous bien que les stratégies, vous n'êtes pas les seuls à les avoir. Mais surtout... D'autres en ont, qui ne sont pas les mêmes. Surtout, c'est arrêter de penser que les espaces sont finis. Moi, c'est ça qui est souvent dramatique, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que l'espace dans lequel ils sont est fini. Alors qu'il y a tellement de monde, de réalité, d'espace à connaître. Donc, on est toujours dans cette arrogance de je vis ici, donc je suis quelque chose. J'ai ceci, j'apporte. Mais qui es-tu? Ton espace est quoi par rapport à ce qui existe? Et moi, je trouve qu'il faut, quand on a parcouru le monde, et comme tu dis, regarder l'histoire, les espaces sont infinis. Et il faut avoir l'humilité quand on est en face de quelqu'un qui a parcouru plusieurs espaces, de juste être humble, puis de dire, OK, explique-moi, mais ne pas dire mon espace a primauté sur tout ce que tu as vu. Tu sais, on est beaucoup dans ce rapport-là. Et pour moi, en tout cas, moi, je pense sincèrement que la seule chose, en fait, qui brise les barrières, c'est voir l'infinité des espaces. Parce qu'on se sent petit après, très petit. Très intéressant. Il y aurait tellement à dire à ce sujet. Ah oui. Mais bon, pour clore, parce que je sais qu'on vient à la fin de notre panel, de notre rencontre, est-ce que vous vous sentez, j'adresse la question à chacune d'entre vous, est-ce que vous vous sentez appuyé dans votre démarche, pour peu que je puisse la poser de manière au singulier de cette façon? Est-ce que vous vous sentez appuyé, soit au plan personnel, tout à fait personnel, ou plus large, par des groupes, des amis? Comment vous faites pour ressentir? Il faut avoir des appuis, il faut ressentir cela. Est-ce que vous le sentez? Ou est-ce que vous vous sentez isolé plutôt? Comment? Vous en êtes où avec cette Moi, je pourrais répondre. Oui. Je pense que vraiment cette année et même l'année passée, on a beaucoup de personnes autour de nous qui nous aident. Tu sais, je regarde Amélie ici, c'est vraiment comme quelqu'un qui offre ses conseils et que je note. C'est dans ma tête, je note. Mais on a de la chance d'avoir eu beaucoup de partenaires, puis dans nos partenariats, on a des personnes qui nous aident. Personnel, oui, professionnel, mais personnel, qui voient vraiment des choses qu'on ne voit pas nous. Parce que des fois, quand on crée, on est vraiment dans une boîte et il faut continuer. Mais je dirais que ce côté-là, c'est pas un problème. C'est vraiment, moi, je pense qu'appuyer, c'est vraiment où il y a les ressources plus haut que nous. Que là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je ne vais pas tourner ma langue. En ce moment, c'est très populaire de vouloir aider la communauté noire. Mais c'est plus qu'aider. Là, on veut voir comment, on veut des vraies ressources. Et c'est vraiment des choses que, depuis qu'on est rentré dans l'industrie artistique, qu'on voit un peu qu'est-ce qui se passe et il n'y a pas assez. Comme il faut faire plus, et je vais pas tourner ma langue, et je pense que ça doit continuer, puis on doit le dire. On a vraiment des belles idées, mais il manque de l'aide un peu plus haut.
plus haut que nous. Mais sinon, pour moi, je trouve qu'on est quand même bien encadré. J'entends. En ce qui me concerne, je vais être très brève. Moi, je pense que le premier appui par rapport à ce que nous, on entreprend au niveau du Festival Afropolitain Nomade, c'est d'abord de voir comment le réseau grandit. Ça, je pense que ça, c'est notre plus belle satisfaction parce que plus on repousse les frontières de cet espace infini, plus ça nous permet d'avoir justement des opportunités pour les uns et les autres d'aller rencontrer d'autres créateurs. Mais je dirais, dans ce qui nous concerne ici, on est tellement en train d'inventer un modèle qu'on est obligé d'amener même les gens qui veulent nous appuyer à suivre un peu notre rythme parce qu'on défonce tous les codes, toutes les normes. Moi, je parle juste de mes bailleurs de fonds classiques qui sont les conseils des arts. Moi, j'invente des catégories dans leur financement. Puis, ils me le disent tout le temps. Ils disent, Vanessa, c'est bon, mais on te met où? Ben, créer quelque chose. Tu sais, tu es obligé de faire ça. Donc, il faut le faire. Et comme elle disait, il faut pas que ce soit une mode parce que moi, je pense pas qu'on ait des sujets qui allons disparaître. On est là pour grandir et se reproduire longtemps. Donc, il faut composer avec ça. Donc, voilà. Je pense qu'à un moment, je me suis sentie isolée. Je pense que vraiment, surtout quand on sort des sentiers battus, on peut croire qu'on est tout seul. Mais question d'énergie, tu finis toujours par être entouré par celle qui te va. Et comme l'a dit Anna, c'est sûr qu'il faut que plus haut, ça commence à bouger. Ou j'ai pas envie de dire que plus haut, ça commence à bouger, mais que nous, on aille plus haut. Ouais. C'est juste ça. Je vais finir par ça. Il faut qu'on soit plus haut. Plus haut que qu'est-ce que je plus haut que plus haut que plus haut. Je suis d'accord. Merci à toutes trois. Merci à toi. Merci. Vous avez été fantastiques. Fantastique parce que c'est pas des compliments facilement jetés. Je sais bien. Je sais. Je le prends. Fantastique parce que oui, vous êtes engagés et que c'est pas facile. Merci à toutes et à tous. Merci.